Alors Sébastien, dites-moi un peu, votre retraite, ça sera quand, ce sera où? Dites-moi tout. J'y ai pas encore beaucoup pensé, mais je pense qu'au-delà de la retraite, surtout, ce serait une manière différente de travailler. Et ce que je verrais, c'est plus être dans l'accompagnement des entreprises, aider des jeunes, etc., dans leur métier, leur faire part un peu de mon expérience. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Donc, pas complètement arrêter, mais continuer d'une autre Ne manière. jamais partir à la retraite, finalement. Pas complètement. Mais par contre, ce que j'espère, c'est que je pourrais avoir plus de temps pour faire du vélo, et notamment dans le Pays Basque, parce que j'aime beaucoup cet endroit et j'adore le vélo. Donc ça, j'aimerais bien en faire plus. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Alors aujourd'hui, mon invité est passé par deux GAFA. Il est passé par Amazon et 10 ans chez Google. Maintenant, il est directeur général France d'Alibaba. Bonjour Sébastien Badou. Bonjour. Alors, ma première question, vous l'avez compris, sur votre retraite, fait référence à votre patron, à Jack Ma, qui lui a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il allait partir à la retraite. Je ne vous ai pas invité juste pour parler de lui, mais néanmoins, vous l'avez déjà rencontré ou pas? Ah oui, à plusieurs reprises. Et Jack est très très disponible et très accessible. Vous l'appelez Jack, ouais. On l'appelle Jack, on l'appelle professeur Jack parce que c'est son surnom et que surtout c'était son métier à la base et ça le reste et sa manière de vous parler, c'est souvent une manière un peu professorale. Ouais. Et il ne part pas vraiment à la retraite. Déjà, c'est dans 1 an qu'il sera plus chairman. Dans 2 ans, il reste pendant 2 ans au board. Et puis surtout, il va rester dans ce qu'on appelle le Alibaba Partnership, qui est en fait un groupe de personnes qui donnent les grandes lignes directrices de l'entreprise, ce qu'il fait déjà depuis longtemps. Il est plus CEO depuis 5 ans, Jack Ma. Donc il prend le large rapidement tout en laissant quand même... Tout en restant présent. Et puis l'autre chose qui est très intéressante, et c'est ça qu'il va falloir voir dans les années à venir, c'est qu'il va vraiment mettre le cap sur ce qui est sa passion, qui est l'éducation, utiliser un peu ses moyens pour le faire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voir comment est-ce qu'il va potentiellement révolutionner l'éducation. Il a révolutionné l'e-commerce, il a un petit peu révolutionné la Chine d'une certaine manière, le secteur de la tech. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'éducation dans les années à venir? Ça va être intéressant à suivre. Et vous, avant de rencontrer Jack Ma, donc vous aviez déjà mis les pieds en Chine ou pas? Non, absolument pas, incroyable. Donc la première fois que vous êtes allé en Chine, c'était pour rencontrer Jack Ma? Pas rencontrer Jack Ma, mais passer mes entretiens, absolument. Ouais. Alors, il fait... dernière question sur Jack Ma. Après, on va passer à vous et à Alibaba France. Ça fait partie des CEO les plus inspirants du monde, je crois. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a appris comme vision de l'entrepreneuriat, comme vision du monde sur les gens? Moi, je pense que sa plus grande force, c'est la résilience. C'est cette capacité, en fait, à se dire... Parce que contrairement à pas mal d'autres CEO qui ont une vraie compétence technologique ou autre, lui, il est parti, il a commencé à une trentaine d'années, 35 ans, avec 17 amis. Il s'est planté 3 fois avant de réussir. Et je pense qu'il a vraiment d'abord, c'est un visionnaire, clairement. Il sait là où il va et il donne la ligne directrice, cette volonté qu'Alibaba dure 102 ans. Mais aussi, vraiment, cette capacité à se dire, c'est pas parce qu'on ne réussit pas tel ou tel projet qu'on ne va pas réussir celui d'après. Et vraiment toujours se relever. Et la résilience, je pense que c'est sa plus grande force. Et donc, résultat, il a réussi à créer un empire. Vous, montez votre entreprise, ça vous titille pas? Vous n'avez pas envie de faire pareil? J'essaye d'accompagner des entreprises qui le font, mais pourquoi pas? Moi, j'ai fait ça m'est arrivé d'avoir certains projets, mais j'accompagne plus des gens qui le font que de le faire moi-même, pour le moment. Alors, vous êtes passé de la culture américaine, on l'a dit, les GAFA, donc le management, la culture américaine, etc., à la culture chinoise. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux dans la façon leur approche du business et dans leur approche du management? Qu'est-ce que vous avez senti comme... Il y a plein de choses qui sont très similaires. C'est que Alibaba, c'est une start-up. Si vous allez sur le campus à Hangzhou, ça ressemble pas mal à ce que vous pouvez voir dans la Silicon... Ça ressemble à la Silicon Valley, en tout cas, dans la manière, dans le côté open space, etc. Après, je pense qu'il y a... sur le fond. Alors, il y a la grosse différence, je pense, qui est culturelle, c'est que la Chine et les Chinois sont beaucoup dans l'exécution. C'est-à-dire qu'ils font, et puis après, ils essaient de voir, alors que nous, on a un côté plus être dans la planification, le côté cartésien, etc. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Je pense que nous, on pourrait apprendre à être un peu meilleur dans l'exécution, eux peut-être un peu meilleur dans la planification. Et c'est ça qui est intéressant dans la globalisation et ce qu'on est en train de faire avec Alibaba aujourd'hui, c'est d'apprendre les uns des autres et de voir comment on peut travailler ensemble. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que les boîtes américaines, il y en a en Europe et depuis des centaines d'années. American Express, ils ont ouvert leur siège à Paris en 1918. Ouais. Les boîtes chinoises à l'international, il n'y en a quasiment pas. Donc on est en train, il y a un côté pionnier aussi dans ce qu'on essaie de faire qui est assez intéressant. Et faire du business avec la culture chinoise, c'est facile ou pas? Ou alors parfois il y a des dialogues de sourds, des incompréhensions? Il y a des incompréhensions. Moi je dis souvent que mon hashtag préféré c'est Lost in Translation, mais petit à petit on apprend les uns des autres. Je pense qu'eux ils apprennent de nous, nous on apprend d'eux. Et ça prend du temps? Ça prend énormément de temps. Nous ça fait 3 ans, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais on n'est pas du tout arrivé à la fin du chemin. Alors Alibaba,
s'est implanté en France en 2015. Qu'est-ce que vous y faites concrètement en France? Que fait Alibaba en France? On fait 3 grandes choses. On fait de l'accompagnement d'entreprises françaises qui veulent aller se lancer sur le territoire chinois, des gens qui vont fabriquer des produits français, qui va être de la mode. Vous répertoriez des produits français que vous voulez vendre, que Alibaba veut vendre. On va les aider en fait à aller ouvrir des magasins virtuels sur notre plateforme qui s'appelle Tmall et leur permettre en fait de pénétrer le marché chinois, de développer leur marque, etc. Donc, c'est la première chose qu'on fait. La deuxième chose qu'on fait, c'est d'accompagner le touriste chinois en France par plusieurs biais. On a une plateforme de voyage qui s'appelle Fliggy, où là, on va pousser la destination France, donc Paris et les alentours, leur dire allez à la Cité du Vin à Bordeaux, et packager un peu tout ça, parce qu'aujourd'hui, ils ont envie de voyager comme nous, on voyage quand on va à l'étranger, c'est-à-dire pas dans un bus et s'arrêter 5 minutes pour une photo de la Tour Eiffel, mais pouvoir être libre. Seulement, ils ont une barrière de la langue, donc l'idée, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir accès à un maximum de packages qu'ils achètent en amont, et après, derrière, ils peuvent avoir leur propre expérience. Et la troisième chose qu'on fait, c'est de leur permettre, une fois qu'ils sont en France, d'utiliser Alipay, qui est le moyen de paiement qu'ils utilisent quand ils sont en Chine. Il y a 600 millions d'utilisateurs d'Alipay et aujourd'hui, un consommateur chinois, il n'utilise pas sa carte de crédit, il n'utilise pas de cash, il utilise son téléphone portable et on veut qu'il puisse faire la même chose à Paris quand il est ici. Alors, je reviens à votre première activité, les produits. Comment est-ce que vous sélectionnez ces produits et comment est-ce que vous devinez qui vont plaire à la consommation chinoise? Et surtout, quel type de produits les Chinois aiment en France? Qu'est-ce que vous percevez? Ça évolue très vite et beaucoup. Ce qui est intéressant pour revenir sur la logique du tourisme, c'est que c'est souvent le tourisme qui va être le premier contact que le consommateur chinois va avoir avec un produit français. Et derrière, quand il va revenir en Chine, il va pouvoir le retrouver. Et on ne devine pas, c'est-à-dire qu'on utilise forcément notre force qui est la donnée. Et la donnée, c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont rechercher sur nos plateformes. Et derrière, pouvoir aller voir en fait les marques et leur dire, regardez, les gens recherchent ce produit-là. Alors, qu'est-ce qu'on a par exemple? Aujourd'hui, ce qui est très fort, c'est la cosmétique. Là, par exemple, on a une marque comme Filorga, par exemple. La Chine est devenue un de leurs marchés majeurs, alors qu'ils n'y étaient pas il y a quelques années. D'accord. Mais il y a un développement dans l'alimentaire, il y a un potentiel énorme sur le vin, donc la mode aussi bien sûr et le luxe. Mais un peu tous les produits sur lesquels la France est forte et un peu leader mondial. Alors j'ai lu d'ailleurs qu'il y avait un centre de logistique, un centre de données qui était à l'étude. Logistique ou de données? De données. Alors de données, il y a un centre de données qui est à Francfort pour le moment parce qu'on a aussi toute une activité autour du cloud computing et tout ce qui est innovation autour du cloud. Donc c'est notre troisième ou quatrième activité. Et en effet, on a un centre de données qui aujourd'hui est à Francfort en Allemagne et on va continuer à développer ça et il est possible qu'il y en ait un en France à terme. Enfin, en tout cas, je pousse pour. C'est-à-dire que moi, je suis à la fois représentant d'Alibaba en France et je suis représentant de la France chez Alibaba. Donc j'essaie de faire en sorte qu'on ait un maximum d'investissement, que ce soit sur la logistique ou sur les données ici plutôt qu'ailleurs en Europe. Et dernière question, depuis votre première fois donc, en Chine pour rencontrer Jack Ma, vous y allez toujours beaucoup? J'y vais beaucoup, j'ai dû y aller au moins une vingtaine voire une trentaine de fois. J'y vais. Vous dites ça comme si ça vous embête un peu. C'est loin, mais ça ne m'embête pas. À chaque fois, c'est une super expérience. J'apprends. D'abord, c'est une manière de créer des liens. Ce qui a changé, c'est que de plus en plus, les dirigeants d'Alibaba, qui la première année sont absolument pas venus en France, viennent de plus en plus nous voir aussi, donc ce qui me permet d'y aller moins. Après, c'est vrai que c'est quand même à 12 heures d'avion pour aller à Shanghai. Encore, il y a 3 heures de train pour aller à Hangzhou, donc c'est long. Il y a 6 heures de décalage horaire, donc c'est un peu fatigant, mais c'est passionnant et je pense que c'est très important pour créer le lien. On se rappelle le Guanxi avec la Chine. Le Guanxi, il se développe par la présence physique, donc c'est important qu'on puisse se voir, donc c'est important que j'y aille. Merci Sébastien Babot. Merci.